Alors Azedi, ça te fait quoi d'être dans la salle où tout ton peuple s'est fait casser la gueule en 1923, il s'est fait oublier. Alors c'était là, ici. C'était là, ici, je crois. Le traité de Lausanne, quand il est signé en 1923, ici même, donc là, c'est la même fresque d'ailleurs qui a été faite en 1923 juste pour l'occasion, je pense. Ouais. Ce traité de Lausanne, quand il est signé, c'est une déchirure pour les Kurdes, pour les Arméniens, pour les Grecs, pour plein de populations, parce que ça va être vraiment la mise en place de la Turquie moderne. Mais quand on dit la mise en place de la Turquie moderne, ça sous-entend aussi La négation de tous les peuples qui composaient l'Empire ottoman. Ça va surtout, ouais, exactement, ça va surtout dire le tampon mis en plus c'est marrant que ça fait à Lausanne par les Occidentaux, c'est un tampon mis par les Occidentaux pour dire voilà la Turquie devient État-nation, et c'est aussi une manière de dire pour les Occidentaux l'Empire ottoman, qui était un lieu de vie en communauté pour toutes les populations qui composaient, donc les Turcs, les Arabes, les Kurdes, les Arméniens, plein de populations. C'est aussi un tampon mis par l'Occident pour dire arrêtez avec vos conneries et rentrez dans le giron occidental, faites comme nous des États-nations. Bonjour à toutes et à tous, j'ai l'honneur et le privilège de vous retrouver dans la salle de l'Aula du Palais de Rumine à Lausanne, en présence d'Azadi, militant décolonial pour Parole d'honneur. Donc tu as sorti un livre tout récemment, sorti en octobre à la Fabrique, donc Leçons kurdes, les damnés des montagnes, sur la question kurde. Donc on est dans un lieu hautement symbolique et historique par rapport à la question kurde, on est dans la salle de l'Aula. C'est donc dans la salle où a été signé en 1923 le traité de Lausanne qui instaure les frontières modernes de l'État turc et qui efface la question kurde de l'équation au Moyen-Orient. Et donc tout d'abord, je voudrais te remercier pour ta présence, d'être venu à Lausanne pour nous écouter, te poser des questions. Et sinon, avant de commencer autour de ton livre, je voulais savoir ce que ça te fait de te retrouver dans cette salle qui est quand même un haut lieu d'histoire pour la communauté kurde. Merci de l'invitation d'abord, merci beaucoup, et c'est un plaisir d'être à Lausanne. Et surtout dans ce lieu vraiment historique, que comme tu l'as dit, c'est le lieu où le traité de Lausanne a été signé, le lieu où la Turquie moderne, les frontières de la Turquie moderne ont été instituées. Et c'est aussi, le traité de Lausanne, c'est aussi le traité qui marque la disparition pour un certain temps de la question kurde sur la scène internationale. Donc c'est un moment historique très important, parce que jusque-là, le traité de Lausanne, en fait, il rend caduc un traité précédent, le traité de Sèvres en 1920, qui lui donnait des gages de création d'un État kurde. Le Kurdistan était cité, nommé comme un éventuel État à fonder au Moyen-Orient. Et il leur donnait même un territoire, même s'il n'était pas forcément très grand. Oui, exactement, c'était un territoire minuscule par rapport aux revendications, mais ça restait que la question kurde était importante. C'était le fruit de tout un effort de militants, enfin d'hommes politiques kurdes qui ont fait un travail diplomatique, notamment durant la conférence de paix à Paris, suite à la fin de la Première Guerre mondiale, pour revendiquer le droit à l'autodétermination du peuple kurde, suivant les principes wilsoniens de droit d'autodétermination des peuples ottomans. Donc c'était tout un travail qui a conduit jusqu'au traité de Sèvres. Mais ensuite, le traité de Lausanne, entre-temps, il y a eu quand même pas mal de combats, et ce qu'on appelle la guerre d'indépendance turque, auquel les Kurdes aussi ont participé. Mais donc enfin, à la fin, le traité de Lausanne qui a été signé là juste derrière nous, donc c'est vraiment très symbolique, en 1923, donc il y a quasiment 100 ans, marque la disparition, comme tu l'as dit, de la question kurde sur la scène internationale, du moins dans la question des traités et dans la question de la communauté internationale. Donc c'est un privilège d'être ici et surtout de discuter avec camarades de Lausanne et de Suisse. Merci, de même. Et donc, si tu as écrit ce livre, qu'est-ce qui t'a donné en fait l'envie d'écrire ce livre? Il y a déjà quelques livres sur la question kurde, c'est vrai qu'il n'y en a pas forcément beaucoup qui sont autant exhaustifs en français, mais qu'est-ce qui t'a donné envie? Quels propos tu voulais ajouter de nouveau ou donner par rapport à la question kurde que tu trouves qui manque peut-être actuellement sur cette question? Ce livre a pour origine, disons, mon travail militant depuis plusieurs années dans les milieux antiracistes, anti-impérialistes, où je me suis rendu compte, j'ai constaté quelques éléments sur l'approche de la question kurde par ces milieux-là, et de manière générale par le milieu politique français et de manière générale francophone, où il va à la fois y avoir une méconnaissance de la question kurde. Beaucoup de gens ne la connaissent pas du tout. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire un livre, pour rendre
compte de cette histoire et pour qu'elle soit plus connue dans les milieux politiques français et francophones. Et ensuite, il y a un autre constat que j'ai fait, c'est que la question kurde est aussi instrumentalisée par tout le champ politique, à la fois l'extrême droite qui va glorifier les Kurdes combattants de Daesh, donc combattant l'obscurantisme islamiste, donc un moyen d'utiliser les Kurdes pour taper sur les musulmans en France, en Suisse ou en Belgique, alors même que les Kurdes sont la majorité musulmane, donc c'est totalement ignoble comme récupération politique. Il y a aussi une instrumentalisation qui est faite de manière générale de la lutte du peuple kurde, pas seulement par l'extrême droite, mais par tout le champ politique, qui va aussi même idéaliser, voire fétichiser la lutte du peuple kurde, notamment à travers la question des femmes kurdes, et qui va en faire une lutte totalement vue d'un point de vue occidental, et donc pris dans les contradictions de ce qu'on peut appeler un orientalisme nouveau, où la question kurde est vue et racontée aussi à travers seulement le point de vue de non-kurdes, et principalement de la part de blancs. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce qu'il y a très peu de livres dans la littérature francophone écrits par des Kurdes. La plupart des livres qui sont écrits, comme tu as dit, il y en a pas mal, qui sont écrits par des blancs principalement, surtout concentrés sur la question du Rojava, qui est en fait 15 ans, sur les 15 dernières années, mais c'est une petite partie de la longue histoire du peuple kurde. Et donc voilà le contexte dans lequel j'ai voulu écrire ce livre. Après, comme tu l'as dit, j'ai aussi voulu ajouter un nouveau point de vue. Et ce point de vue-là, et c'est un point de vue qui me tient à cœur, c'est la question de la colonisation, c'est la question de remettre en place, remettre à sa juste place la question kurde dans le champ... la question coloniale. La question coloniale et anticoloniale, donc forcément avec les luttes des peuples colonisés. Donc c'est tout un travail que j'ai fait dans le livre pour expliquer à quel point, pourquoi le Kurdistan est une colonie et pourquoi il faut le considérer comme une colonie. Et ensuite, il y a aussi, enfin, l'ajout d'un point de vue décolonial, maintenant, sur la question kurde, à la fois sur son histoire, mais aussi sur ses enseignements politiques, sur la forme et les idées politiques qu'ont développées les partis politiques durant leur histoire de lutte contre les 4 États qui colonisent le Kurdistan, donc la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Ouais, d'ailleurs, ça me permet d'en arriver à ce concept que tu développes dans ton ouvrage, qui est celui de colonie internationale. Et justement, comme tu viens de le dire, le peuple kurde, il se retrouve avec pas mal de spécificités du fait que ils sont répartis entre 4 pays, entre Iran, Syrie, Turquie, Irak, et qu'en plus de ça, il y a des forces étrangères comme la Russie, les États-Unis qui essayent de s'ingérer aussi dans les rapports de pouvoir dans la région. Donc à quoi sert ce concept de colonie internationale et en quoi il convient à la spécificité des Kurdes? Ce concept, il a été développé par un sociologue turc qui s'appelle Ismail Beşikçi, qui a passé des années en prison en Turquie à cause de son soutien à la lutte du peuple kurde. Et ce concept, il a un double sens. Le Kurdistan est une colonie internationale. Premier sens, il faut prendre le mot international en internation, donc il faut couper en deux. International, entre nations, donc entre les 4 nations chrétiennes, donc la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Le fait que le Kurdistan ait été découpé entre ces 4 pays depuis la chute de l'Empire ottoman, et que chacun de ces pays a mis en place une répression, une oppression coloniale contre les Kurdes, crée une situation très particulière du Kurdistan où il est colonisé par 4 États. Donc, on a donc 4 situations coloniales similaires mais différentes. Et ce qui fait aussi que c'est une déchirure historique, mais qui est marquée dans le temps, où un peuple est séparé par des frontières. Et donc ce peuple, dans ces 4 parties différentes, va avoir une histoire sociopolitique différente, donc une évolution dans le temps différente, et qui va créer une forme et à cause de cette séparation des frontières, va aussi créer une forme de désunion ou de séparation profonde qui est marquée au-delà des frontières dans l'histoire politique, sociale, sociétale, et encore aujourd'hui, c'est encore le cas. Donc cette déchirure-là, c'est la colonie internationale. Mais l'autre sens de ce concept, c'est la colonie internationale, cette fois-ci prendre international en un mot. Et là, c'est comme tu l'as dit, c'est le fait que la colonisation du Kurdistan, c'est une colonisation internationale. C'est-à-dire que les puissances internationales et même les organisations internationales vont mettre leur pied, leur nez dans la colonisation du Kurdistan. Alors ça a comme origine, par exemple, le fait que les accords secrets franco-britanniques de Sykes-Picot en 1915-1916. Qui sont à l'origine justement de la trahison de la Palestine et aussi de la question kurde. Sykes-Picot, c'est l'origine de la colonisation de la Palestine et du Kurdistan en même temps.
Sykes-Picot, c'est quoi? C'est des accords franco-britanniques de découpage de l'Empire ottoman pour créer des néocolonies franco-britanniques, en gros pour récupérer les ressources de la région. Et des rapports, un traité secret qui a été révélé par la suite, après la Révolution d'octobre, par les Russes. Par les bolcheviks. Et donc ce traité-là marque le début de l'ingérence internationale dans le Moyen-Orient, et en particulier pour le Kurdistan. Donc ce traité-là va découper aléatoirement, selon les intérêts impérialistes franco-britanniques, la région, et notamment le Kurdistan. Ensuite, il va y avoir la Société des Nations, donc, qui est l'ancêtre de l'ONU, qui va aussi s'impliquer là-dedans. C'est elle qui va donner, par exemple, le mandat britannique sur la Palestine, et donc cette forme de colonisation britannique sur la Palestine, qui va ensuite donner lieu à la création de l'État d'Israël, etc., comme on connaît bien. Mais donc l'origine quand même de la situation coloniale de la Palestine, c'est Sykes-Picot. De la même manière que l'origine coloniale du Kurdistan, ça va être Sykes-Picot, puisque ça va découper le Kurdistan en zones d'influence franco-britannique, qui ensuite vont avoir la concrétisation dans le traité de Sèvres en 1920. Ouais. Et une autre forme en 1923 suite au traité de Lausanne, qui a été signé ici même, qui est encore une fois une implication des puissances internationales dans la région du Kurdistan, puisque jusque-là le Kurdistan existait pendant des siècles et des siècles sous l'Empire ottoman. Il y avait des textes officiels, des autonomies kurdes, etc. Et là, simplement à cause d'un traité qui a été signé ici même, on efface des annales les mots kurdes, les mots Kurdistan, et donc comme ça, d'un coup de signature de traité, un peuple disparaît d'un point de vue des lois internationales. Et ça, c'est que l'origine historique, mais le concept est aussi encore valable aujourd'hui, puisque, comme on le sait bien, les Américains, les Russes, toutes les puissances internationales vont s'ingérer au Moyen-Orient, vont créer toutes sortes de conflits. On peut bien évidemment penser à l'invasion de l'Irak, mais encore tout au long de l'histoire du XXe siècle, il y a une implication des puissances internationales. Oui, et on pourra peut-être même parler à la fin de cette interview des récents développements en Syrie. Oui, exactement. Donc il y a constamment... En fait, la région du Moyen-Orient, on le sait très bien, est soumise aux ingérences internationales, mais le Kurdistan est encore plus impacté par ces ingérences-là, du fait de son découpage sur 4 pays. On pourra y revenir au cours de la discussion. Justement, sur cette spécificité d'être pris entre 4 pays, d'être le peuple avec la plus grande population apatride, du coup... Plus de 40 millions de personnes. Oui. Qu'est-ce que ça permet au peuple kurde en termes de réflexion, de critique sur l'État-nation, à savoir que le Rojava, c'était une sorte d'expérience un peu d'alternative au modèle d'État-nation qui a plus ou moins réussi, et tu m'en diras ce que tu penses. Et ouais, qu'est-ce que ça permet en fait de montrer ce XXe siècle qui a essayé d'imposer un modèle d'État-nation à un Moyen-Orient en fait qui n'était pas du tout fait géographiquement pour ça. Mais comme l'origine du mal des Kurdes, c'est l'État-nation. Puisque comme j'ai dit, on comprend bien que la région de cette région-là, la région kurde, de manière générale, le Moyen-Orient, a été découpée par les intérêts impérialistes britanniques et français. Mais une fois que ça a découpé, les États qui ont été créés, donc l'Irak, l'Iran, la Turquie et la Syrie, se sont totalement conformés au modèle occidental, à la modernité occidentale, en mettant en place des États-nations. Le premier de ces 4 États qui va vraiment mettre en place cet État-nation, ça va vraiment être la Turquie. Une fois que la Turquie a été créée en 1923, donc suite au traité de Lausanne, comme on vient de le dire, la Turquie va totalement se mettre dans le giron du monde occidental. C'était déjà le cas d'ailleurs à la fin de l'Empire ottoman, bien sûr, avec le mouvement jeune turc. Mais la jeune Turquie, la toute nouvelle République turque, va mettre en place par exemple des codes occidentaux. Donc Mustafa Kemal Atatürk, qui est la grande figure de l'État turc moderne. Exactement. Lui va imposer le costume occidental, va interdire le voile pour les fonctionnaires, va imposer les musiques occidentales et interdire les musiques locales, va va imposer l'écriture en alphabet latin pour les Turcs, alors que jusque-là, ce n'était pas du tout le cas. Donc il y a toute cette... et bien sûr, tout ça, c'est lié aussi à toutes ces mesures culturelles et politiques, mais qui sont liées aussi au capitalisme naissant. Et donc... à ce moment-là, les Kurdes vont subir l'État-nation, puisque la Turquie, mais en général l'Iran, l'Irak et la Syrie, quand ils vont se moderniser et vont se mettre dans le giron du capitalisme international, eh bien, pour se transformer de manière capitaliste, pour la transformation capitaliste, un État a besoin de plusieurs choses, comme on peut le voir dans le cas de la France, par exemple la France du XIXe siècle, à la fois colonisée. Donc la colonie, ça permet d'avoir cette accumulation primitive pour mettre en place les matières premières, même les ressources, etc., pour mettre en place les premières infrastructures
importantes pour le capitalisme, donc les chemins de fer, les ponts, les routes, etc. Les voies maritimes, les usines, exactement, tout ça. Le Kurdistan va être cette ressource, la ressource principale pour ces pays-là, parce que le Kurdistan, c'est des montagnes qui regorgent de mines, de plein de minerais très importants. C'est aussi, les montagnes kurdes sont aussi la source des deux fleuves les plus importants de la région, le Tigre et l'Euphrate. Et ensuite, bien sûr, il y a le pétrole qui est en abondance dans le sol kurde. Donc toutes ces raisons économiques vont pousser à coloniser le Kurdistan, à récupérer ses ressources. Mais comme je l'ai dit, l'autre penchant du capitalisme naissant, c'est aussi la mise en place d'un État-nation. Tout comme la France va le faire durant la seconde moitié du 19e siècle avec le Second Empire puis la Troisième République, en martyrisant les Auvergnats, les Bretons, les Basques, etc., pour en faire des bons petits Français qui parlent une seule langue, que l'école va former pour devenir des petits prolétaires qu'on va exploiter dans les usines et dans les mines. De la même manière, les 4 pays, donc la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie, vont, en plus de créer une situation coloniale vis-à-vis des Kurdes en niant leur existence, en les massacrant, vouloir les assimiler dans la population majoritaire arabe, persane ou turque, en faire des bons petits ouvriers pour les exploiter, puisque en plus le capitalisme impose aussi évidemment l'expropriation des terres paysannes. Donc des gens vont aller vers les centres urbains pour chercher du travail. Et donc cette population appauvrie là, dont a besoin le capitalisme naissant pour l'exploiter, ça va être les Kurdes dans ces 4 pays. Oui. Donc voilà, il y a cette histoire de l'État-nation, c'est aussi l'histoire du capitalisme naissant, c'est l'histoire de la modernité occidentale. Et cette histoire-là, là où ça a été, pour les métropoles européennes, ça a été une histoire extérieure et intérieure, c'est-à-dire à la fois l'expansion coloniale et à la fois dans les frontières de la métropole, en France, en Angleterre, n'importe où, la mise en place d'un État-nation, donc formater une population locale. Exactement. On crée une identité nationale. Là, en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie, dans ces 4 pays-là, ça va être interne, ça va à la fois être une colonisation du Kurdistan, pour les ressources et aussi pour former cette population interne appauvrie, exploitable à souhait, qui va mourir par dizaines de milliers dans les usines, dans les minerais, dans le BTP, etc. Donc ça va être ça, cette réalité. Et donc la question kurde est évidemment liée à la question de l'État-nation, parce que c'est l'émergence d'un État-nation qui crée le problème. Exactement, parce que jusque-là, sous l'Empire ottoman, il n'y a pas de souci, les Turcs, les Arméniens, les Kurdes, les Arabes, toutes les populations vivaient en communauté, côte à côte. Puis dès qu'on met en place, dès que les États-nations sont mis en place, qui dit État-nation dit primauté de la majorité de la population, d'une population en particulier, et donc dénigrement et minorisation du reste de la population. Et ça va être le cas des Kurdes dans les 4 pays. Et c'est intéressant ce que tu dis là, parce que d'un autre côté aussi, c'est aussi une des spécificités du peuple kurde, mais comme les Kurdes représentent quand même une certaine partie de la population dans les pays où ils sont, entre plus ou moins 10 et 30% selon où ils sont, ça a fait que les Kurdes ont eu le choix, entre guillemets, contrairement aux autres exemples de cas de colonisation, de pouvoir justement se turquifier, se persianiser, s'arabiser, pour rentrer dans le modèle en sacrifiant son identité, mais ça pouvait leur permettre justement de pouvoir rentrer dans le modèle de l'État-nation, des différents États-nations qui se créent à cette époque-là. Et du coup, comment ça a affecté la lutte d'indépendance kurde, cette histoire ? C'est que l'assimilation, c'est une particularité assez spécifique aux Kurdes. Là où l'Algérie, pour le cas de la France, il n'y avait pas une possibilité pour les Algériens de devenir français, seulement à la fin de l'existence de l'Algérie française. Pareil pour l'Indochine, etc. Le cas de la colonisation du Kurdistan, c'est que ça a comme origine aussi le fait que, on revient au début de notre discussion, une fois que Sykes-Picot, une fois que les Occidentaux ont découpé les frontières de manière illégitime, sans demander l'avis des personnes sur place, les États les personnes qui vont, le pouvoir politique qui se met en place dans ces 4 États-là, doivent légitimer ces frontières qui sont illégitimes. Sauf que, qu'est-ce qui se passe pour ces 4 États ? C'est qu'ils voient à leurs frontières une grande partie de la population qui sont à leurs frontières, qui est kurde, donc et cette population kurde, elle est à la fois dans leurs frontières à eux, mais de l'autre côté de la frontière. Ouais. Et c'est ce qui vous pose d'ailleurs beaucoup de problèmes en ce moment à la Turquie. Exactement. Par exemple, pour la Turquie, il y a 20 à 30% de la population qui est kurde, qui est dans le sud-est, mais c'est aussi le cas de l'autre côté de la frontière syrienne, de l'autre côté de la frontière irakienne, de l'autre côté de la frontière iranienne. Inversement pour chacun des pays. Donc évidemment, de fait, l'existence seulement du peuple kurde prouve que ces frontières sont illégitimes, puisque elles séparent un peuple entre 4 États qui n'ont pas lieu d'être. Donc pour légitimer ces frontières, il faut donc forcément assimiler cette population, ou bien la massacrer,
ce qu'ils ont fait aussi, mais jusqu'à détruire 20% de la population, c'est enlever 20% de sa population locale. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup plus passé de temps à faire des déportations. De l'assimilation, de la déportation, placer des Arabes ou d'autres communautés proches des populations kurdes pour essayer de stopper leur hégémonie dans ces périphéries. La déportation, ça va être un des outils majeurs des 4 pays. Ils vont prendre des populations kurdes des régions à majorité kurde, donc au niveau de la frontière entre les 4 pays, les déplacer dans le centre du pays, dans le centre des pays. Donc pour la Turquie, ça va être près d'Ankara, pour l'Iran, ça va être beaucoup plus loin. En Syrie et en Irak, il y aura la mise en place de ce qu'ils appelaient des ceintures arabes, c'est-à-dire qu'ils veulent mettre en place qui veulent déporter des Kurdes qui sont aux frontières avec la Turquie, au nord donc des 2 pays, pour mettre à la place des Arabes, et donc faire une ceinture arabe pour en quelque sorte justifier ces frontières. Mais donc pour ça, il faut déporter des Kurdes, et souvent les Kurdes vont être déportés dans des zones où ils sont maintenant en minorité, où ils sont en présence majoritairement d'Arabes, de Turcs ou d'Iraniens. Et ça crée évidemment des cas. En plus à ça, on ajoute des lois répressives où on va interdire la langue kurde, les coutumes kurdes, tout ça pour nier l'existence de l'identité kurde. Avec les déportations et les lois répressives, on va directement vers des pratiques assimilationnistes. Et donc là, comme tu l'as dit, la situation coloniale kurde est particulière puisqu'il y a à la fois la négation, la situation d'oppression coloniale qui fait qu'on nie l'existence de l'autre, on nie son identité. Par exemple, du jour au lendemain, en 1923, une fois que le traité de Lausanne a été signé, une fois que la Turquie est née, du jour au lendemain, le mot kurde et les mots Kurdistan disparaissent. Alors que dans les annales ottomanes, ça existait, c'est comme ça qu'on nommait la région. Du jour au lendemain, la région s'appelle maintenant région du sud-est de la Turquie. Les Kurdes deviennent des Turcs des montagnes, donc les Kurdes n'existent plus du tout. La langue kurde non plus n'existe plus. Et là-dessus, il y a une hypocrisie, parce que même déjà à l'époque des accords de Sykes-Picot, les Britanniques, pour réfuter un peu les propositions de Hussein Ben Ali de panarabisme et de nation arabe, ils leur disent qu'il y a les Kurdes et d'autres minorités et que du coup, ils ne pourraient pas faire d'État arabe. Du coup, on voit bien que les Britanniques et les empires coloniaux, ils ont même conscience de l'existence du peuple kurde. Oui. C'est juste qu'ils ont décidé de volontairement... Exactement. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure. Quand je disais colonie internationale, il faut aussi savoir que le Kurdistan, c'est aussi une colonie particulière où les puissances internationales aident aussi les pays en question à martyriser les Kurdes. Par exemple, l'Angleterre va bombarder les premières révoltes kurdes qu'il va y avoir au début du XXe siècle contre le pouvoir irakien. Donc le pouvoir irakien va avoir l'aide de l'impérialisme britannique, de l'armée de l'air britannique pour bombarder les Kurdes. De la même manière, la Turquie va demander l'aide à la France pour massacrer les Kurdes. Donc il y a aussi cette ingérence, ce jeu entre les récents États-nations émergents et les anciens empires coloniaux. Exactement. Maintenant, si je reviens à la question tu parles de l'assimilation, donc ce qui va être particulier à la question kurde, c'est que là où dans les questions coloniales classiques, on a le colonisateur et le colonisé, cette fois-ci, le colonisateur ouvre la voie aux colonisés pour devenir colonisateur, pour se turquiser, s'arabiser ou se persianiser, comme tu dis. Ça, c'est très particulier parce que ça, c'est une œuvre qui existe depuis plus de 100 ans et qui a pour but de détruire le peuple kurde pour l'assimiler à la majorité turque, arabe ou persane. Et ça, c'est aussi dans la logique de la colonisation et de la pratique coloniale, puisque c'est totalement dans la logique. Une fois qu'on nie l'existence de l'autre, on nie son existence, on nie son identité, on va le forcer à s'ingérer dans la majorité de la population. Et ça, dans un but totalement capitaliste, d'exploitation, etc. Mais comme tu l'as dit, ça a comme prix, comme coût, le fait de nier son identité, de nier ses ancêtres, nier sa langue, nier sa culture. Et ça a été, comme tu peux l'imaginer, un vrai combat pour les partis politiques kurdes et pour le mouvement politique kurde de lutter contre l'assimilation. C'est encore un combat aujourd'hui, puisque avec toutes les pratiques répressives qui interdisent la langue kurde, qui interdisent plein d'interdictions sur les Kurdes, de fait, les Kurdes n'ont quasiment que de choix que de mourir ou de s'assimiler. Donc c'est pour ça que le mouvement politique kurde a cherché une troisième voie, la voie de la libération. Ça tombe bien, c'était une question ça rentre en résonance avec une question que je voulais te poser. Au début de sa résistance, les mouvements kurdes étaient plutôt d'obédience marxiste-léniniste pour peu à peu se diriger de plus en plus vers un confédéralisme démocratique.
Comment tu expliques ce changement de stratégie idéologique? Est-ce que tu mettrais ça en parallèle avec le fait qu'en général, dans une perspective marxiste-léniniste, on a un État centralisé très très fort qui ne permet pas forcément nécessairement l'expression des différentes identités? Ou qu'est-ce qui a poussé la résistance kurde à changer un peu de bras idéologique? Ça, c'est le cas que du PKK, hein. Ce n'est pas le cas de tout le mouvement politique kurde dans son ensemble. Alors ça, c'est une question importante parce que ça permet aussi de faire un écho avec le titre du livre. Le livre s'appelle Leçon kurde, donc l'idée de leçon, c'est l'idée d'enseignement. Il y a quelque chose à apprendre. Il y a quelque chose à apprendre. Et le mouvement politique kurde, ce qui est très important, c'est un élément essentiel et c'est une des leçons principales du livre, c'est que comme toute pensée politique, elle est en mouvement, elle est en évolution. Elle s'adapte aux situations concrètes, elle doit être pragmatique. Exactement, pragmatique. Et donc les Kurdes, à l'origine, dans les années 50, 60, 70, quand le mouvement d'indépendance kurde, le mouvement national kurde se développe le plus, où les Kurdes ont enfin des partis indépendants, autonomes, qui ne sont plus du tout liés à la gauche turque, la gauche arabe ou la gauche iranienne. Donc quand ils prennent en main leur mouvement de libération nationale, au même moment que tous les mouvements de décolonisation, en fait, c'est les années 50, 60, 70. C'est la période de décolonisation. Et comme tout mouvement décolonial, ils cherchent à avoir leur propre État kurde indépendant. C'est normal, c'est comme l'Algérie, comme les Vietnamiens, comme les Congolais, comme tous les peuples colonisés. Et bien sûr, à la fois la perspicacité de la pensée marxiste vis-à-vis des questions décoloniales fait qu'il y a une forte prégnance de la question marxiste-léniniste vis-à-vis des Kurdes. Il y a aussi évidemment le soutien de l'URSS aux peuples qui veulent se libérer. Et bien sûr, par exemple, les Kurdes en Irak, quand ils vont se soulever, en 61, ils vont prendre comme modèle, ils vont s'inspirer beaucoup de la lutte du FLN en Algérie, parce que c'est vraiment la lutte décolonisation la plus marquante du moment. Et elle a aussi des accents marxistes évidents. Donc ceci explique pourquoi il y a autant de partis marxistes-léninistes aussi chez les Kurdes. Autre origine à cela, après je vais répondre à l'autre partie de ta question, c'est que les partis kurdes et même les militants kurdes, il y a une évolution du mouvement national kurde où au début du siècle, ça va beaucoup être des tribus qui vont faire les révoltes kurdes. Ouais. Et ça a comme origine simplement le fait que au début, suite à la chute de l'Empire ottoman, les Kurdes, et comme tous les peuples de la région, comme les Arabes, etc., vivaient beaucoup en tribus. Le film Laurence d'Arabie montre bien que quand les révoltes arabes sont aussi pas mal faites avec les tribus. Ouais. C'est la même chose pour les Kurdes. C'est pas une spécificité kurde, c'est une spécificité de la région, de la vie sous l'Empire ottoman, quoi. Et au tournant des années 40, 50, 60, quand il y a une nouvelle jeunesse urbaine kurde qui prend forme et qui s'inspire justement du marxisme et des mouvements de libération comme la victoire de Dien Bien Phu, le canal de Suez, enfin plein de luttes mondiales, exactement, la victoire de l'Algérie, etc. Il y a cette nouvelle jeunesse kurde qui va s'émanciper des tribus et ça va être le renouveau du nationalisme kurde sous le drapeau du marxisme-léninisme. Maintenant, les Kurdes cherchent l'indépendance comme tous les autres pays, comme tous les peuples colonisés. Sauf que la complexité de l'indépendance kurde, elle est dans l'origine du mal, dans le fait que c'est une colonie internationale. Et donc, les Kurdes ne cherchent pas simplement une indépendance. Nous, les Kurdes, on cherche une indépendance, unification, qui est hautement plus compliquée que simplement l'indépendance. C'est-à-dire que si une des 4 parties du Kurdistan devenait indépendante, évidemment, les 3 autres pays la massacreraient dans la seconde. Il faudrait que les 4 arrivent à se rendre indépendants en même temps. Ça devenait indépendante. Et en plus, il faudrait que les 4 soient indépendantes et s'unifient. Très compliqué. Ouais. C'est pour ça qu'au fil de l'histoire de la lutte du peuple kurde, les partis politiques kurdes vont arriver à un moment où ils vont demander plutôt un programme minimum qui va plutôt être l'autonomie. Ouais. L'autonomie des régions kurdes. L'autonomie, ça veut dire quoi? Simplement, ça veut dire que les Kurdes géreraient les questions d'économie locale, de politique locale, vraiment au niveau des municipalités ou des régions, et les questions importantes de défense nationale, d'économie nationale, resteraient au niveau des États centraux. Cette demande, qui paraît assez anodine en soi, a tout le temps été refusée par tous les États centraux turcs, arabes ou iraniens, pour la simple et bonne raison que c'est vraiment leur opposition, leur nationalisme exacerbé auquel s'ajoute un racisme anti-kurde et aussi une forme de négation de l'autre, la colonisation faisant qu'ils refusent cette autonomie. Sauf que la pensée politique kurde, en particulier le PKK, va faire un changement de paradigme au début des années 2000, où, suite à la chute de l'URSS, qui va vraiment détruire un peu l'imaginaire du socialisme réel, parce que vraiment, il faut comprendre que la chute de l'URSS a été un moment marquant et qui a marqué tous les partis marxistes et léninistes du monde. Et donc cette chute de l'URSS va aussi faire une reconfiguration du champ politique kurde, en particulier pour le PKK,
le PKK va, sous l'impulsion de leur leader Öcalan, qui est en prison depuis 1999, faire un changement de paradigme où on passe du marxisme-léninisme. Le PKK était vraiment marxiste-léniniste, mais vraiment pur et dur, comme à l'ancienne, pur sang, quoi. Pure orthodoxie. Vraiment bien orthodoxie comme on pense, très centralisateur, et avec des lectures plus libertaires ou plus municipalisme libertaire. Il y a une nouvelle forme politique qui va être donnée, ça va être le confédéralisme démocratique. Et ce qui est intéressant avec le confédéralisme démocratique, c'est que pour la première fois de l'histoire, la quête de l'autonomie que les Kurdes, comme j'expliquais, cherchaient à avoir depuis des décennies, va être justifiée politiquement. Et cette justification politique, elle revient à la question précédente, de la question de l'État-nation. La logique du PKK, ça va être de dire, si nous autres Kurdes, on cherche à avoir un État kurde, un État-nation indépendant, on ne fera que reproduire la même oppression qu'on a subie pendant plus d'un siècle. Parce qu'évidemment, la région kurde, ce qu'on appelle Kurdistan, c'est le pays des Kurdes, littéralement, mais il n'y a pas que des Kurdes. Au gré des déportations, au gré des migrations de population, il y a des Turcs, des Arabes, des Arméniens, des Druzes, des Alaouites, des Syriaques, il y a plein de choses. On ne peut pas d'un coup, du jour au lendemain, dire que ce sera que le pays des Kurdes, on fait un État-nation, et on reproduit la même oppression qu'on a subie. C'est pour ça que la quête de l'autonomie et le confédéralisme démocratique, ça va être la forme politique pensée pour l'autonomie kurde, mais aussi qui est pensée à partir d'une critique décoloniale, une critique de la modernité occidentale, de l'État-nation, etc., comme on en a parlé tout à l'heure. Et c'est aussi pour ça que c'est une leçon importante. C'est une leçon dans le sens où c'est la preuve qu'une pensée politique, elle doit se baser sur une praxis, une pensée perpétuellement en mouvement et adaptée aux situations concrètes et aux conditions géopolitiques aussi. Voilà pour la réponse un peu longue. Réponse convaincante. Pour ce qui est de l'Iran, peu après la révolution islamique, comme tu l'as dit et comme dans les autres pays, les Kurdes se sont fait invisibiliser parce que justement à ce moment-là, la révolution iranienne était encore marxiste et cherchait à créer une sorte de figure d'un prolétaire iranien universel. Et aujourd'hui, quand on pense un peu à cette histoire, comment ça pourrait résonner avec, par exemple, aujourd'hui, les questions débats qui peuvent exister dans le monde politique entre certains marxistes qu'on pourrait considérer class first et des autrices décoloniaux, par exemple, comme Ouria Boutelja de Parole d'honneur, qui se fait attaquer par rapport au fait qu'elle ne met pas la classe au centre. Et en quoi ça fait un peu écho aussi à cette histoire qui s'est passée pour les Kurdes en Iran et dans les autres pays où à vouloir trop centraliser, il n'y a pas eu la question identitaire qui a été réglée et suffisamment prise au sérieux. C'est une très bonne question parce que Ouria Boutelja, dans son livre Beauvais barbare, dans sa première partie, elle fait tout un historique de à quel point le Parti communiste français, le PCF, va être un socle de ce qu'il a appelé l'État racial intégral. Va être un des outils politiques, un des éléments qui va mettre en place cet État racial intégral et qui va le maintenir. Ouais. Puisque le Parti communiste français, mis à part la révolte du Rif, ne va pas du tout soutenir les révoltes des Algériens, etc., des Vietnamiens, et ça a comme origine le chauvinisme. Et nous, les Kurdes, on a subi la même chose exactement. Et là, on a subi la même chose, par exemple, si les Kurdes créent leur propre parti indépendant à partir des années 50-60, c'est parce que la gauche et l'extrême gauche, donc par exemple syrienne, irakienne, turque ou iranienne, va dire aux Kurdes vos histoires d'autonomie, enfin même vos histoires d'indépendance, même vos histoires de droits des minorités, même simplement, on verra ça après la Révolution. De la même manière que le PCF disait aux Algériens, on voit vos histoires à vous, on verra, le plus important c'est la Révolution prolétarienne, on verra ça plus tard. Et bien ça a été à l'origine de la coupure entre la gauche kurde, entre les Kurdes et les gauches et les restes des pays. Et ça a comme origine le chauvinisme. De la même manière que c'était le cas au PCF, c'est le cas aussi dans les 4 pays en question. Et ça a comme importance, cette analyse-là est importante, comme tu l'as dit, c'est parce que je pense que c'est intrinsèque aux pensées marxistes, au communisme, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont dire « oui, mais le marxisme, c'est pas ça, etc. » Mais il faut bien comprendre qu'il y a le marxisme réel, le marxisme réellement existant, le communisme réellement existant à travers leurs partis qui existaient, ont une tendance chauvine, et ça persiste encore, cette tendance chauvine. Ça prouve bien qu'il y a une réalité intrinsèque du chauvinisme dans les pensées communistes, etc., et qui ont toujours voulu délaisser les questions d'identité, les questions de minorité, à un après-révolution prolétarienne pensée comme ça. C'est pour ça que nous autres militants décoloniaux,
on ne cessera évidemment, on s'inspire et on est marqué par le marxisme, comme tous les penseurs de l'émancipation, c'est le cas de la pensée décoloniale, évidemment. Mais c'est important aussi de prendre en compte cette histoire très particulière de la gauche et de l'extrême gauche et du communisme de manière générale, à la fois en France, mais partout dans le monde, qui est toujours dans cette tendance chauvine qu'il faut combattre et qu'il faut penser à une autre forme d'alliance entre les populations. Si on pense plus à la situation actuelle, il faut penser à une autre forme d'alliance entre les populations blanches et non blanches, au-delà du chauvinisme qui va mettre au lendemain ces questions des populations non blanches, la question du racisme en particulier. Il faut prendre à bras-le-corps ces questions-là et pour créer une meilleure alliance entre les classes prolétaires et les classes les plus oppressées. Donc là, on peut vraiment faire un écho entre la question kurde et la question actuelle, comme tu l'as dit, la question des classes fortes, etc., qui ne prennent pas en compte une donnée essentielle qui est le racisme et la question de race. Ouais. À ce moment-là, cette leçon kurde peut servir de leçon pour pas mal de courants progressistes. Évidemment. J'aimerais en venir un peu aux instrumentalisations, même si on en peut parler au début. Tu m'as parlé un peu de comment les différentes mouvances politiques en France se situaient par rapport à la question kurde. En Suisse, c'est un peu relativement la même chose, dans le sens où on a une extrême droite qui applaudit un peu les Kurdes du fait qu'ils combattent Daesh, l'État islamique. On a une gauche, même une gauche radicale, qui a un fervent soutien de la question kurde, en particulier du Rojava, parce que présenté comme un projet féministe, révolutionnaire, horizontal. Et derrière toutes ces choses-là peuvent se casser des bonnes intentions, un bon sentiment, mais aussi un certain orientalisme dans la manière de caricaturer un peu la vision qui se font de la lutte des Kurdes là-bas. Et comment tu remettrais les pendules à l'heure par rapport à ça? Merci beaucoup pour cette question. Déjà, pour le premier point sur la question de Daesh, moi j'ai envie de dire une chose qui m'énerve, c'est que c'est pas que l'extrême droite, n'importe même la droite, le centre, la gauche, l'extrême gauche, va souvent parler des Kurdes en disant « Ah, les Kurdes, ceux qui ont combattu Daesh, sous-entendu pour nous ». La France va souvent dire ça. Et ça, c'est absolument horrible. C'est une vision totalement europocentrée et se croire au centre du monde. Depuis quand les Kurdes auraient combattu Daesh pour les beaux yeux de l'Occident? C'est une horreur de dire ça, c'est vraiment une façon... Et puis même de manière générale, les Kurdes ne sont pas les seuls à avoir combattu Daesh. Il y a des Arabes aussi qui ont combattu Daesh. Les populations locales ont combattu Daesh. Ils n'ont pas combattu Daesh pour les beaux yeux de l'Occident, ils ont combattu Daesh... Pour leur survie. Pour leur survie, exactement. Et donc c'est absolument ignoble comme récupération politique. Ça veut dire que si on n'avait pas combattu Daesh, on n'aurait pas mérité d'avoir une simple reconnaissance. Ça veut dire que c'est une forme vraiment très... Ça prouve vraiment de manière claire et nette la place que se donne l'Occident. Et quand je dis l'Occident, c'est tout le champ politique occidental dans cette forme de supériorité morale et en se disant nous autres, on vous donne gage politique parce que vous avez fait des choses que nous considérons justes, mais on n'a jamais demandé leur approbation. Premier point. Non, sur le second point, tu as raison de dire qu'il y a des bonnes volontés, chez notamment la gauche et l'extrême gauche, qui va mettre en avant ou soutenir la cause du Rojava. Et ils sont à raison, c'est-à-dire que c'est un projet profondément novateur, qui a des enseignements politiques très intéressants, très importants, notamment dans la question de comment cette révolution s'est mise en place, comment elle essaye de prendre en compte le poids du conservatisme dans la population locale pour mettre en place des avancées pour toutes les populations, pas seulement les femmes, mais pour toutes les populations. Ça, c'est une question importante, c'est très important. Maintenant, là où c'est plus grave, c'est quand ce soutien prend une forme d'idéalisation et une forme de fétichisation qui a des accents orientalistes propres, clairs et nets, quoi. Je m'explique, c'est-à-dire que en ayant une connaissance très faible de la question et en ayant juste cette image de femmes combattantes qui ont l'air de s'émanciper, en ayant une connaissance vraiment très légère de la question kurde, simplement autour du Rojava et encore même pas seulement en surface, c'est la preuve même qu'ils ne cherchent pas à connaître plus que ça, les Kurdes. Ils veulent juste donner ce soutien-là de manière à se donner un petit peu des fleurs en disant « Oh, je soutiens un peuple du Sud qui est opprimé, qui a l'air tout parfait, tout nickel, qui rentre dans mon giron de la gauche progressiste comme j'aime féministe. C'est pas d'islamistes méchants, donc trop bien, nickel. » Sauf qu'en faisant ça, ils gomment plein de réalités des Kurdes, et surtout en faisant ça, ils fétichisent et ils ont une vision totalement idéalisée de la question. Et la preuve étant, c'est qu'ils ne vont mettre en avant que des femmes kurdes combattantes qui s'émanciperaient. Pourtant, la majorité des Kurdes sont musulmans, beaucoup de femmes combattantes sont voilées. Jamais aucune photo de ces combattantes kurdes voilées. Et aussi, parfois, cette gauche et cette extrême gauche-là
aux accents islamophobes, va aussi récupérer la lutte des femmes kurdes. C'était le cas notamment suite à la mort de Gina Amini en 2022 en Iran, pour supposément s'en prendre au voile en France, en Suisse ou en Belgique, en tout cas dans les milieux francophones. D'ailleurs, nous en Suisse, on a même... C'est sur cette question du voile, on avait notre ancienne ministre des Affaires étrangères, Kalmireh, qui était une fois partie en visite en Iran et qui du coup avait mis le voile et ça avait fait une vague de réactions. Oui, j'imagine. Mais tu vois, ce qui est grave, c'est qu'en faisant cette fétichisation et cette idéalisation, ils vont dénaturer la lutte. Les femmes en Iran, les femmes kurdes en Iran, certaines voulaient enlever le voile et c'est leur droit et il faut c'est vraiment leur droit, mais d'autres voulaient le conserver et c'est aucunement une raison. Elles voulaient aucunement que leur lutte locales situées vis-à-vis du régime iranien sont instrumentalisées pour taper sur les femmes musulmanes. C'est absolument ignoble. Elle n'a aucune volonté de leur part. Et cette récupération-là, elle est absolument immonde. Et c'est aussi une raison pour laquelle, ça permet de revenir à la première question que tu m'as posée, c'est aussi une raison pour laquelle, notamment les populations non blanches, notamment les populations maghrébines en particulier, vont avoir une forme de rejet un petit peu ou de recul instinctif vis-à-vis de la question kurde à cause de l'instrumentalisation qui est faite à la fois de la droite mais aussi de la gauche en particulier qui utilise un peu les Kurdes comme une figure idéale, regardez, soyez comme eux, un peu comme voilà, soyez progressistes, etc. Alors que ce qu'il faut bien comprendre et ce que le livre explique, c'est que si le Rojava en général, si la pensée politique kurde, elle est très en avance dans la question de l'émancipation, c'est pas pour les beaux de l'Occident, hein. C'est simplement le produit de leur lutte historique que j'explique dans le livre. C'est un produit de la lutte et c'est un résultat absolument magnifique, j'insiste, qui est le résultat d'une lutte perpétuelle pour l'émancipation et pour la libération. En fait, en luttant contre l'oppression coloniale, et ça c'était déjà le cas en Algérie, comme Frantz Fanon l'explique dans l'enceinte de la révolution algérienne, évidemment ça met en place ça lance un mouvement vraiment global de la population vers les luttes de l'émancipation. Et c'est pour ça que les questions des femmes, les questions des enfants, les questions économiques, les questions sociétales sont beaucoup plus renforcées et plus en avance en raison de cette lutte perpétuelle qu'ont les Kurdes, qui est une lutte existentielle pour leur survie. Et ça, c'est important de bien comprendre que c'est une question de lutte politique, une question d'évolution politique et pas une question d'essence. Le problème avec la gauche blanche, et ça prouve même qu'ils n'ont aucune notion politique, c'est que les avancées qu'ont eu les Kurdes et qu'ont mis en place les Kurdes au Rojava, c'est le résultat d'efforts et de lutte politique. D'un processus. D'une évolution perpétuelle. C'est pas on va faire ça parce que c'est bien, c'est parce que la population, les milieux politiques, durant la lutte, ont pris en main plusieurs questions et les ont fait avancer, et c'est les résultats de ça. Et ça, pour moi, le fait qu'ils veulent un peu idéaliser et fétichiser ça, ils veulent un peu ils veulent rendre cette évolution un peu, ils veulent en faire un sujet, originel, dans le sens où c'est une question intrinsèque aux Kurdes, c'est-à-dire que les Kurdes sont progressistes, donc ils sont dans la question du progrès. C'est l'opposé du matérialisme. Au contraire, les Kurdes font partie des populations peut-être les plus conservatrices, les plus traditionnelles, qui suivent le plus la question, l'islam en particulier, notamment parce que ça a été un refuge vis-à-vis de la question coloniale. Mais à côté, ils ont même pu faire des avancées politiques qui vont en plus, j'ai envie de dire, par exemple sur la question des femmes, les femmes kurdes vont beaucoup plus loin que ce que les féministes occidentales peuvent croire dans leur avancée magnifique. Et c'est absolument stupide. C'est-à-dire que nous, les Kurdes, ça fait des décennies que au niveau de tous les postes politiques, il va y avoir une binarité homme-femme pour mettre la représentativité. Et c'est pas du tout les hommes c'est les femmes qui ont lutté pour avoir cette place-là. Et c'est pas juste une question de représentativité, c'est parce qu'elles ont une place extrêmement importante dans le milieu politique. Donne-moi un seul parti politique qui a ça. En Europe, en France, en Suisse ou en Belgique. Eux, ils sont à des années-lumière, mais parce que c'est l'Occident qui se croit supérieur, ils ne sont pas capables de prendre à la juste mesure ces avancées politiques majeures, de la même manière qu'ils n'arrivent pas à prendre en compte les avancées politiques de tous les peuples du Sud, parce qu'ils ont encore ce point de vue occidentalo-centré et qui se pensent à l'avant-garde politique alors qu'ils sont en recul clairement sur le reste du monde. La preuve étant, ils vont tous vers le fascisme pendant que en Indonésie, au Népal, dans plein d'endroits, ça se soulève. Donc leurs leçons, ça fait longtemps qu'ils n'ont plus de leçons à donner aux Kurdes ou à qui que ce soit.
Désolé, c'était mon petit coup de gueule. T'inquiète, pas de soucis. Ça fait plaisir. Moi, ça me fait plaisir, ces petits coups de gueule. D'ailleurs, je vais t'encourager à continuer parce que là, je vais essayer de te faire pousser un coup de gueule sur la Suisse. Mais j'ai entendu qu'il y avait un proverbe kurde que tu aimais bien. C'est quelque chose comme les Kurdes n'ont pas d'autres amis que les montagnes. Je l'aime pas tant que ça. C'est les Kurdes qui aiment beaucoup ce proverbe. Les Kurdes aiment beaucoup ce proverbe, voilà. Et nous, en Suisse, on a aussi une relation assez particulière aux montagnes parce que voilà, on en est entouré, ça fait partie de la vie culturelle pendant un moment. Si au début du processus historique de la Suisse, les montagnes avaient peut-être un rôle protecteur similaire à ce que peuvent être les montagnes aujourd'hui pour les Kurdes, aujourd'hui en Suisse, les montagnes, c'est le tourisme, c'est les capitaux étrangers qui investissent, et c'est c'est aussi avec le réchauffement climatique des événements de plus en plus violents, des coulées de boue et des dégâts. Et de plus en plus, la montagne, qui avait une place assez prépondérante dans la vie en Suisse, commence un peu à être quelque chose qui est sorti un peu d'un truc important au niveau culturel. Et qu'est-ce que les Kurdes auraient à apprendre sur leur rapport à la montagne aux Suisses, précisément? La différence entre les Kurdes et les Suisses, c'est que nous, nos montagnes, elles ne sont pas libérées. Et donc là, les montagnes... Alors les montagnes, c'est intéressant parce que si on remonte dans le temps, les Kurdes ont été, c'est ce que j'appelle la forteresse d'Héra entre les deux empires turcs et perses pendant 500 ans. Parce que c'est une frontière un peu naturelle entre le grand empire perse et le grand empire ottoman. Même avant, il y avait l'empire mongol et l'empire... Des bonnes frontières naturelles. Il y a des frontières quasi naturelles avec les montagnes kurdes. Certes, ça a été le cas. Et là encore aujourd'hui, les montagnes sont à la fois sont vraiment un refuge pour le peuple kurde, notamment pour la guérilla, pour la lutte armée kurde. Les montagnes, évidemment, ça fait des défenses naturelles, ça permet de se cacher, de se protéger. Sauf que d'ailleurs, c'est plus trop le cas à cause des drones, les drones qui permettent de tuer des gens même dans les régions montagneuses. Et les montagnes, ça va aussi être, j'ai envie de te dire, c'est à la fois il y a une sorte de refuge et une protection, mais c'est aussi, ça va être le source des problèmes. Par exemple, que les montagnes kurdes, c'est là où prennent leur source les fleuves, le Tigre et l'Euphrate. Le Tigre et l'Euphrate, il y aura beaucoup de barrages qui sont mis devant par la Turquie. Ça va créer des pénuries d'eau dans différents endroits. Des enjeux. Les montagnes, c'est aussi lié aussi à une histoire géologique qui fait que le sol kurde a beaucoup de pétrole. Et le pétrole, ça a été aussi un peu notre... cadeau empoisonné. Cadeau empoisonné, où du coup tout le monde veut récupérer le pétrole. Donc il y a toutes ces choses-là qui font ça. Évidemment aussi, il y a la question écologique, mais le vrai problème au niveau pour les montagnes kurdes, c'est que dans l'imaginaire kurde, même dans les récits, dans les poèmes, etc., c'est vraiment comme d'ailleurs j'ai sous-titré mon livre « Les damnés des montagnes », pour faire écho à « Damnés de la terre » de Fanon. Mais damnés des montagnes, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on est vraiment damnés par ces montagnes qui sont des frontières naturelles, qui sont à la fois la source des fleuves qui sont utilisés contre les populations locales, mais c'est aussi un refuge, donc c'est toute cette réalité-là. Et c'est vrai que les Kurdes sont très attachés à leurs montagnes. Et après, pour les Suisses, les Suisses, ils ont des belles montagnes, s'ils ne sont même pas contents de leur belle montagne, je ne sais pas ce qu'il leur reste, franchement. Il leur reste, l'or des nazis et puis c'est tout. Ouais, c'est vrai. Et encore pour un peu creuser sur ces rapports Suisse-Kurdistan, je sais, je les cherche loin. Non, à Lausanne, là où a été signé le traité. C'est vrai qu'on peut pas faire... Le lieu est super... franchement, c'est beaucoup d'émotions quand je suis rentré là-dedans. Non, c'est incroyable. Même moi, c'est un honneur et un privilège de pouvoir faire ça et d'avoir permis l'accès à cette salle. Tu veux me dire quoi sur la Suisse et le Kurdistan alors oui, la Suisse, on s'appelle la Confédération helvétique, et c'est vrai qu'on se targue assez souvent du confédéralisme à la Suisse, etc. Mais dans les faits, le confédéralisme suisse, c'est un peu un système fédéral comme celui des États-Unis, à savoir un peu un État centralisé fort, avec des régions qui ont une relative indépendance sur certains sujets parce qu'ils ont leur propre constitution. Tandis que le confédéralisme à la kurde, comme on a dit pendant la discussion, c'est bien plus inspiré du municipalisme libertaire, style Böckchen, etc. Et du coup, ça fait qu'on a l'impression que la Suisse, qui porte pourtant dans le monde cette image de confédération, de démocratie directe, en fait, j'ai l'impression d'un système bien plus dirigé dans le haut vers le bas, alors que le Rojava, qui est quand même... on en parle assez peu quand on n'est pas dans les milieux militants, mais quand on est dans les milieux militants, on s'aperçoit bien que c'est quelque chose qui est assez horizontal et qui, de temps en temps, quand c'est nécessaire, crée de la verticalité quand il en faut. Mais comment on peut... Les deux portent le nom de confédéralisme, mais on voit bien que c'est finalement pas vraiment la même chose, en fait. En fait, ce que je vois de la Suisse, après je ne connais pas plus que ça, mais c'est vrai que la Suisse, il y a aussi une séparation très remarquée entre la Suisse francophone et la Suisse germanophone. Le Röstigraben, comme on dit chez nous.
Oui, il y a une vraie séparation parce que c'est une coupure directe et nette. Et si, par exemple, on faisait la même chose au Kurdistan, ça veut dire qu'on aurait d'un coup un quartier arménien, d'un coup un quartier arabe, d'un coup un quartier kurde, alors que finalement, la réalité locale, c'est un mélange de ces populations-là. Et c'est pour ça que le confédéralisme démocratique, tel qu'il est mis en place au Rojava, ça va être le centre de cette idée-là, ça va être la vie en commun entre les populations diverses, que sont les populations arabes, kurdes, syriaques, arméniennes, etc. Et c'est le cœur du projet. Le cœur du projet, c'est le vivre en commun, le vivre ensemble. Et c'est pas la séparation en disant voilà, tu as ton quartier kurde, j'ai mon quartier arabe, etc. Au contraire, l'idée c'est difficile en fait à poser des termes parce qu'on est tellement imbriqué dans les modèles État-nation frontières qu'il faut vraiment se rendre compte que là l'idée c'est de déconstruire ça et de construire un nouveau vivre ensemble où les Kurdes, les Arabes, les Arméniens, tous les peuples de la région donc peuvent lire toutes les informations dans leur langue. Donc c'est une question de la langue est importante, apprendre leur langue à l'école. Et aussi, comme tu as dit, c'est aussi une construction politique très marquée à l'extrême gauche, parce que le système politique se base sur la commune et le centre du système politique. Donc on part de l'échelon local, avec les questions locales, et on remonte comme ça progressivement vers les échelons plus grands. Mais le problème du Rojava, c'est aussi que ça c'est le projet dans l'idée, mais dans les faits, les attaques perpétuelles de la Turquie, les bombardements de la Turquie sur le Rojava, à la fois sur les centrales électriques, sur les récoltes agricoles, etc., fait que le Rojava vit une situation très précaire et est obligé d'avoir une prédominance de la question militaire pour se protéger face aux attaques perpétuelles de la Turquie notamment. Donc c'est vrai que c'est un projet politique novateur qui pourrait faire penser à la Suisse, mais alors, qui n'a aucun rapport, encore une fois, parce que c'est un confédéralisme, disons la Suisse, un confédéralisme libéral de droite, et nous on est beaucoup plus de gauche, voire extrême gauche, tu vois. Ouais. Mais il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une réalité concrète au Rojava qui est le bombardement, et qui fait que c'est toujours très, très compliqué de mettre en place un système aussi novateur qu'il soit dans un contexte de bombardement. Aussi précaire, ouais. Exactement. On en arrive peut-être gentiment à la dernière partie d'interview. Peut-être parler des derniers rebondissements de l'actualité sur ce qui se passe en Syrie et vis-à-vis des Kurdes. On a vu qu'il y a quelques mois, un an en arrière, le régime d'Assad est tombé par HTS, que ça a remodelé complètement la région, qu'il y a Israël qui est en train de bombarder dans le sud, qu'il y a la Turquie qui au préalable avait financé HTS parce qu'ils pensaient que ça allait être une bonne manière de pouvoir régler enfin le problème de ces Kurdes à leurs frontières, mais qu'au final on se retrouve que c'est encore plus un bourbier qu'avant. Comment tu vois toi l'évolution de la Syrie? Surtout que de ce que je sache, il me semble que l'année prochaine il y aura des élections, mais des élections auxquelles les Kurdes n'ont même pas le droit de vote. Non, il y a déjà eu des élections il n'y a pas longtemps. Alors la question de la Syrie est intéressante parce que on revient au concept de colonie internationale, puisque la Syrie, ça va être depuis 2011. C'est le théâtre de la Russie. C'est le théâtre. Il y a eu la Russie, les États-Unis, la coalition internationale pour bombarder Daesh. Il y a de la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Israël. Tout le monde met son pied là-dedans, tout comme c'est le cas pour le Kurdistan. Ce qui est important de savoir, déjà, il faut savoir que la Turquie littéralement colonise et littéralement a envahi des régions au nord de la Syrie depuis plusieurs années, notamment Afrin, qui était une région kurde, qu'ils ont nettoyé ethniquement, qu'ils ont dégagé une grande partie des Kurdes. C'est aussi le cas sur une bande au nord, au niveau de Serekaniye, au nord de la Syrie. Donc la Turquie, et c'est là où le drapeau turc est mis en place dans le nord de la Syrie, c'est quand même une forme d'invasion et de colonisation concrète. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas oublier. Maintenant, sur la question du changement de régime, ce qui est intéressant, c'est que dans un laps de temps de 15 ans, les Kurdes en Syrie sont passés sous le régime Assad. Les Kurdes étaient évidemment martyrisés, méprisés. Il y avait une grande difficulté d'avoir une prédominance politique kurde. Et en 15 ans, les Kurdes sont devenus une des forces majeures de la Syrie, mais vraiment majeure. Ils dominent l'alliance kurdo-arabe du Nord, qu'on appelle Rojava, mais en fait qui est plutôt l'ANS, donc l'administration autonome du nord-est de la Syrie, qu'on appelle simplement Rojava. Et donc c'est ce nord de la Syrie avec cette alliance kurdo-arabe, avec plus de 50 000 combattants quand même qui ont combattu Daesh, mais aussi qui ont combattu différentes forces en Syrie durant la guerre civile syrienne. Et donc il y a cette entité-là, autonome, qui veut préserver cette autonomie-là. Et de l'autre côté, il y a Al-Shara et le nouveau régime syrien qui veut mettre en place un État centralisé, un peu comme à l'époque d'Assad. Et là, il y a une lutte, un rapport de force, une lutte de pouvoir entre l'autonomie du nord-est de la Syrie et Damas avec le nouveau régime, où l'un veut mettre en place un État centralisé et l'autre
négocie et persiste dans sa quête de l'autonomie. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les Kurdes, dans leur lutte, propulsent avec eux derrière tous les autres peuples de Syrie. Les Druzes, les Alaouites. Il y a les Druzes, les Alaouites. En fait, la Syrie, c'est plein de populations. Et en faisant un État centralisé, ce serait reproduire ce que Assad père et Assad fils ont reproduit comme violence au niveau des minorités. Et l'intérêt, c'est que la lutte pour la décentralisation en Syrie, qui est dont l'avant-garde sont les Kurdes avec l'alliance kurdo-arabe du nord de la Syrie, elle propulse dans son élan tous les autres peuples de la région, tous les peuples de la Syrie. Et ça, c'est important à comprendre, c'est que cette lutte, et c'est une des leçons aussi, c'est que c'est pas qu'une question, en cherchant l'autonomie, en cherchant l'alliance avec les peuples de la région, en ne voulant pas faire un nationalisme kurde qui est un écueil des colonisations. D'ailleurs, ça me permet de faire un petit détour, c'est que dans mon livre, je passe aussi à un moment, la question coloniale est importante, et aussi la question de la libération de la colonisation est importante. Il y a deux écueils dans la libération coloniale que déjà Frantz Fanon avait décrit. Soit tu deviens une néo-colonie, tu as une bourgeoisie comprador qui est soumise à l'ancienne puissance coloniale, typiquement la France-Afrique. Ouais. Soit tu essaies d'avoir un projet novateur, par contre tu te fais défoncer par tout le monde. C'est un peu le cas du Rojava. Et donc là, le Rojava persiste et essaye de mettre en place une Syrie décentralisée en mettant en avant la question du rapport de force avec Damas et propulse derrière eux les minorités de Syrie. Après là, je ne pourrais pas donner plus de détails parce que c'est encore en cours de négociation. Ça va a priori se décanter jusqu'à la fin de l'année 2025 parce qu'il y a eu un accord de principe entre HTS et l'autonomie du nord de la Syrie en mars dernier, donc en mars 2025. Mais là, il n'y a pas encore eu il semblerait quand même que grâce aux négociations qu'ont pu faire les forces du Rojava, on irait un peu plus vers une décentralisation, ou du moins une reconnaissance constitutionnelle des droits des Kurdes et des minorités, ce qui serait une avancée énorme et qui serait due justement à cette impulsion qui a été lancée depuis la révolution du Rojava il y a 15 ans. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre que là, il y a une sorte de propulsion politique. Est-ce qu'il y a quand même pas un risque de contradiction ou peut-être d'instrumentalisation quand on sait qu'Israël, là à présent, en occupant une partie du sud de la Syrie, essaye de se jouer et de se vendre comme le défenseur des minorités en Syrie, etc. Et est-ce qu'il n'y aurait pas la potentialité qu'Israël se serve un peu de ce discours kurde pour essayer d'imposer son agenda? Israël a toujours fait ça, Israël fait toujours ça. Israël, en fait, il ne faut pas oublier qu'Israël, c'est le prolongement des États-Unis et de l'Occident. Et de manière générale, l'Occident a toujours fait ça, toujours cherché de s'immiscer pour découper des frontières. On vient pour les droits humains. Exactement. Mais malgré le fait qu'Israël ait essayé depuis des décennies et des années encore à faire ça, ils n'y arrivent toujours pas, ce qui prouve qu'en fait, ils ne sont pas du tout écoutés. Et même s'ils essaient de soutenir les Druzes, il y a quand même une forme... Tout le monde se méfie d'Israël de toute façon depuis toujours, et encore pire depuis le 7 octobre, depuis le génocide qu'ils font aux Palestiniens, à Gaza et en Cisjordanie. Et donc évidemment, Israël va essayer de mettre son nez là-dedans, mais de manière générale, tout le monde met toujours son nez là-dedans. On parle souvent d'Israël, mais on ne parle pas de la Turquie qui a littéralement envahi le nord de la Syrie, une partie du nord de la Syrie. L'Arabie Saoudite met son pied là-dedans, le Qatar, tous les pays vont mettre le pied là-dedans. Mais à la fin, c'est une question de rapport de force local. Et là, la question de rapport de force entre Damas et le Rojava. Et donc ça, c'est une question intra-syrienne. Après, évidemment, il y aura toujours des ingérences extérieures. On ne peut pas faire... de toute façon, Israël, c'est comme les États-Unis. Hein. Quand ils foutent le nez dans ton pays, ils ne te demandent pas ton avis. Ouais. La preuve, ils ont bombardé pas que le sud de la Syrie, ils ont bombardé même le nord de la Syrie, même les régions kurdes. Donc toujours est-il qu'il faut voir les prochains événements. La preuve étant qu'Israël cherche depuis des années à faire ce que tu dis, à faire une séparation entre les populations. Ils n'y sont pas parvenus. Ça m'étonnerait qu'ils y arrivent dans les années à venir. Mais après, on verra bien, on en reparlera si ça arrivera. J'espère pas, de toute façon. Ça marche. Je crois qu'on a assez tardé comme ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci pour l'invitation. Encore merci à toi, Azadi, d'être venu. Encore un merci au Palais de Rumine. J'espère qu'on aura réussi à peut-être dire un peu des mots justes dans cet endroit où il y a 102 ans en arrière, un mensonge absolu s'est constitué et on luttera contre tant que c'est en place. Très belle parole. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci encore. Salam. Merci.